nous allons commencer ce webinaire, en tout cas qui est en prolongement, ce qu'a fait le père Thierry Magnin la semaine dernière, qui a donné les messages importants, et on va voir ensemble concrètement comment l'intelligence artificielle peut être à votre service. Je rappelle que c'est un outil, certes un outil quand même assez particulier. Vous allez voir le potentiel et les limites. Et nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Juste pour me présenter, donc moi je dirige un cabinet conseil, on fait de la formation, on va faire des automatisations de process, on va en parler tout à l'heure. Et évidemment, on accompagne les organisations, on intervient beaucoup dans le champ de l'enseignement catholique. Alors, ce soir, assez simple, je vais d'abord vous expliquer les différents types d'intelligence artificielle et pourquoi on peut s'en servir. Deuxièmement, on va regarder les maîtrises des usages concrets, on va faire un petit exercice je vais faire un petit exercice en direct. Ensuite, on va regarder les grilles de discernement, c'est-à-dire comment on va choisir telle ou telle IA, identifier les limites, les risques, le cadre légal. Oui, ce n'est pas parce que nous avons de l'intelligence artificielle que le droit ne s'applique pas. Donc, on en parlera. Et enfin, quelques exemples de prompts. Vous verrez tout à l'heure les consignes qu'on va donner à l'IA et bien évidemment les outils opérationnels. Donc, vous avez vu avec le père Thierry Magnin les fondements théologiques pour ceux qui ont pu assister à l'une de ces deux présentations de la semaine dernière. Juste un petit point qui est important de préciser, donc les LLM, ce qu'on appelle les Large Language Models, donc qui sont des intelligences artificielles, qui sont juste de la vectorisation et de la probabilité. C'est un calcul mathématique. Donc c'est un outil statistique, il n'y a pas de conscience, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va juxtaposer des mots qui font sens, mais elle ne comprend pas ce qu'elle vous dit. Donc, il n'y a pas d'intentionnalité dans LLM. Évidemment qu'il faut être prudent, ni rejet ni fascination. Il faut le prendre pour ce que c'est. Il faut en déterminer quel est le sens à votre service. Et enfin, bien évidemment, l'humain doit rester responsable et il faut préserver, mais ça, c'est une évidence, la relation pastorale humaine. Alors, il y a 4 types d'intelligence artificielle et vous allez voir, je vais vous les illustrer avec des exemples très concrets. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, l'IAG, tout simplement, vous allez donner une consigne à l'intelligence artificielle, alors que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude, Gemini, on verra tout à l'heure, et vous allez pouvoir générer du texte, de l'image, de la vidéo ou du son. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'intelligence générative. Ça a été connu quand on a vu ChatGPT. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont des GAFAM qui gèrent les IA, à part Mistral qui est français. Donc, les GAFAM, c'est Google, Alphabet, Facebook, etc. Donc, ce sont les grands opérateurs. Et l'IA générative, c'est ce qui est le plus simple. Ensuite est arrivé, et vous l'avez peut-être déjà utilisé pour certains d'entre vous, ce qu'on appelle l'IA conversationnelle. Ça veut dire que je vais être sur un site internet ou une application, je vais poser des questions, soit à l'oral, soit par écrit, à une intelligence artificielle et qui va me répondre uniquement à partir d'une base de connaissances, c'est-à-dire des documents qu'on lui a demandé d'analyser, et il ne va répondre que par rapport à ça. Donc ça peut être intéressant quand, par exemple, vous rendez des services à vos paroissiens et que pour X raison, ils doivent trouver une information sur le site, mais que c'est en dehors des heures d'ouverture, vous pouvez avoir une intelligence artificielle qui répond et qui va peut-être orienter pour prendre une prise de parole avec quelqu'un du diocèse, etc., etc. Ensuite, nous avons l'IA agentique. Alors là, vous allez en entendre beaucoup parler. L'IA agentique, c'est vraiment ce qui va se passer cette année en 2026. Ça veut dire qu'on va mettre un agent, d'où le mot agentique, c'est une IA qui va faire une fonction. Par exemple, je vais lui dire, je veux que tous les matins, j'ai une revue de presse automatique de tout ce qui se passe dans le diocèse, tout ce qui se passe ailleurs, par rapport aux thématiques que vous souhaitez. Et l'intelligence artificielle va aller chercher sur Internet les éléments qui vous intéressent, va le rédiger comme vraiment une revue de presse. Donc vous pourrez la mettre en page, elle va le faire automatiquement. Évidemment, vous contrôlerez ce qui est dit, mais ça veut dire que plutôt que de passer des minutes et des heures sur Internet pour essayer de récupérer les informations, l'IA le fera à votre place. Mais ça peut être aussi, vous récupérez des infos, vous voulez mettre dans un tableau Excel, puis après en faire une analyse, puis après en faire une présentation. Et bien l'IA agentique, c'est justement, va faire
ce travail à votre place. Évidemment, il faut l'installer, le paramétrer, etc. Et enfin, l'IA fluide qui devra arriver fin d'année. Alors, vous verrez, je vais trouver un petit surnom qui n'est pas très sympathique, mais qui est vraiment ça. Je l'appelle l'IA chiant. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on va mettre un agent à l'intérieur de votre ordinateur et de lui-même, il va vous faire des propositions de travail par rapport à tous les éléments. Il va vous dire, vous avez reçu tel mail, mais j'ai vu qu'il y avait une présentation qui existait, un dossier, un tableau Excel. Souhaites-tu ou souhaitez-vous que je vous fasse une réponse? Ça, c'est l'IA vous proposera. Ça veut dire qu'elle va tout le temps nous proposer des choses à faire avec tout ce qu'on a dans notre ordinateur. Donc, je pense que de temps en temps, on la débranchera, parce qu'il peut être, à mon avis, très embêtant à ce niveau-là, mais ça va être vraiment intéressant. C'est la première fois qu'on aura une IA qui, d'elle-même, va analyser tous les documents que vous avez sur votre ordinateur et va vous faire des propositions de travail collaboratif. Voilà, ça c'est l'IA fluide qui va arriver normalement d'ici la fin de l'année. Alors, vous voyez, il y a 4 types d'IA. Alors, les 3 premières sont opérationnelles dès aujourd'hui. La 4e, ça sera la fin d'année. Quelques petits chiffres qui sont quand même importants. Aujourd'hui, on a 44% de la population active, donc tous ceux qui travaillent, qui utilisent l'IA. On est quand même 5e rang mondial d'utilisation de l'IA. On est plutôt parmi les pays qui utilisent le plus de l'intelligence artificielle. Ensuite, nous avons à peu près 67% des PME qui l'utilisent au moins une fois dans la journée. Donc, on voit quand même que ça commence à rentrer. Et je parle bien des PME et non pas des grosses entreprises. Et enfin, ceux qui l'utilisent considèrent qu'il y a à peu près un tiers de productivité en plus. Par contre, dans l'utilisation, on a quand même près de 60% des PME qui ont un usage non cadré, sans objectif, sans équipe formée. C'est-à-dire qui tâtonnent, qui essayent à droite, à gauche. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on verra que c'est important de pouvoir encadrer tout cela. Moins d'un tiers des chefs d'entreprise s'expliquaient déjà ce qu'il y a. Vous voyez que le message est bien passé. Donc la France expérimente beaucoup. On voit partout, et nous on le voit avec nos clients, mais elle n'est pas encore totalement généralisée. Par contre, il y a une tendance qui est généralisée. D'ailleurs, le père Thierry Magnan en avait parlé la dernière fois. La première utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui, de façon personnelle, hein, pas au travail, mais de façon personnelle par les Français, ce sont des consultations psychologiques. Ça veut dire, et les gens vous le disent totalement, je pose une question à ChatGPT pour savoir, mon fils ne veut pas ranger sa chambre, qu'est-ce que je peux lui dire pour l'obliger à ranger sa chambre? Je me suis disputé avec mon conjoint, ma conjointe, la personne m'a dit ça, qu'est-ce que je peux dire pour récupérer les morceaux, etc. etc. Donc on voit que les Français utilisent beaucoup, et on a beau dire dans nos formations, dans nos interventions, attention, vous ne parlez pas à un psy, vous parlez à un algorithme, les gens sont très contents parce qu'ils disent on ne me juge pas et j'ai toujours des bonnes réponses. Voilà. Et c'est vrai que c'est un usage qui est un peu parfois qui peut paraître inquiétant, notamment chez les jeunes, où on a certains jeunes qui se créent des amis virtuels grâce à l'intelligence artificielle. Bon, ce qui dénote aussi beaucoup de choses sur notre société. Alors, je vais vous parler du droit. Le droit, il s'applique. Donc là, je vous ai mis l'AIAC, donc qui est le règlement européen qui date de février de l'année dernière, qui est important pour une chose. En avril, le règlement européen va nous donner le cadre de transparence de l'utilisation de l'IA. Ça veut dire que quand vous utiliserez l'IA dans vos diocèses, en interne ou en externe, vous devrez apposer, alors on nous donnera les conditions, mais vous devrez apposer soit un petit logo, soit une citation pour dire que vous avez utilisé de l'IA. Peu importe que ce soit 3%, 100%, du moment que vous avez utilisé l'IA. Et là, j'attire votre attention à tous, parce qu'évidemment, vous allez vouloir être transparent, ce qui est logique. Je vous conseille d'abord de faire de la pédagogie. Ça veut dire qu'il faut d'abord expliquer aux gens pourquoi vous utilisez de l'IA, ça sert à quoi, dans quel sens, quels sont les contrôles, qu'il y a toujours une validation humaine, etc. Si vous ne faites pas cette pédagogie et que vous envoyez directement à vos paroissiens que ce bulletin est fait par l'IA, et que vous n'expliquez pas pourquoi vous utilisez l'IA, les gens vont penser qu'en fin de compte, dans ce diocèse, il n'y a plus que des robots. Et les gens ne vont pas du tout apprécier. Donc, quand vous allez être transparent, en amont de cette transparence, il faut une pédagogie. Et seulement, une fois que vous avez fait cette pédagogie, vous devrez être transparent. Évidemment, on ne loupe pas de passer par l'étape RGPD. Alors d'abord, je préfère le rappeler, mais j'imagine que vous ne le faites pas. Sachez bien que pour tous ceux qui utilisent l'intelligence artificielle,
on a deux types d'intelligence artificielle. On a ouverte et fermée. Fermée, ça veut dire que je prends un moteur d'intelligence artificielle, je le mets dans votre serveur et il n'a pas de porosité avec l'extérieur. Donc ça, je peux mettre tous les documents que je veux. Ça ne va pas à l'extérieur, je suis tranquille. L'autre cas, c'est ouvert, que ça soit payant ou gratuit. Ça veut dire que soit ça va entraîner le modèle, soit c'est directement transposé avec le monde entier. Et c'est pour ça que la CNIL nous rappelle, RGPD, que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, dans ChatGPT, dans Claude, dans Gemini et d'autres, Perplexity, Mistral, vous ne pouvez pas mettre de documents avec le nom et le prénom des personnes en IA ouverte, ça veut dire sur une IA payante ou gratuite, mais qui n'est pas dans votre serveur. Vous ne pouvez pas mettre de nom, de prénom, du nom de la paroisse, de ce que vous voulez, de documents sensibles, de PDF, sans l'accord des personnes. Je sais que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait, donc faites bien attention, notamment quand vous êtes sur ChatGPT, Claude ou Gemini. Les Américains sont assez forts pour ça. Il faut que vous alliez dans Paramètres, après vous allez dans Gestion des données et il faut décocher la petite phrase qu'ils mettent de facto à chaque fois dans leur intelligence artificielle qui dit contribuer au modèle pour un meilleur modèle pour tous. Ça veut dire quoi? Partager toutes les données. Donc dans ces cas-là, vous l'enlevez. Il ne faut absolument pas que vous puissiez permettre à l'IA de partager toutes vos données. Une fois qu'on a enlevé ça, ça veut dire que l'IA ne va utiliser vos données que pour s'entraîner. C'est-à-dire qu'après, vous aurez moins de risques. Par exemple, si vous mettez un document, que les informations ressortent. Sachez bien quand même que si vous mettez un PDF, personne ne pourra retrouver le PDF in extenso. Ce n'est pas possible. Par contre, des éléments qui sont dans ce PDF, oui. Donc, c'est pour ça, si vous mettez un PDF et vous mettez des noms, l'IA peut faire des liens entre ce nom et ce PDF. Si bien évidemment, vous n'avez pas décoché comme je vous l'ai proposé, il faut absolument décocher sur vos IA le partage de données. Ça, c'est extrêmement important. Soyez vraiment très vigilants sur le partage de données et on parlera tout à l'heure d'IA souveraine, notamment avec le stockage d'informations. Je vais vous le dire tout de suite. Alors, vous savez que depuis 30 ans, on a à peu près 90% du cloud. Le cloud, vous savez, hein, c'est pour ceux qui connaissent un peu Internet et l'informatique, c'est l'endroit où on va stocker les données dans un nuage virtuel. Aujourd'hui, 90% du stockage de données est fait chez des hébergeurs américains. Il n'y a que OVH qui est français et un autre allemand. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui s'appelle le Cloud Act aux États-Unis qui stipule que quand les intérêts vitaux des États-Unis sont menacés, la NSA, la CIA et d'autres agences des États-Unis peuvent demander l'accès à l'ensemble des informations qui sont stockées par les entreprises américaines, peu importe où ils se situent dans le monde. Et d'ailleurs, en juin, le responsable des relations institutionnelles de Microsoft a bien affirmé, il était au Sénat, il a été auditionné par le Sénat, qui lui a demandé, mais si le gouvernement vous demande de donner les informations que vous stockez en France chez Microsoft, il a dit, je reconnais, je serai obligé de les donner. Et je rappelle juste pour clore le côté légal, que toutes nos données d'assurance maladie sont hébergées chez Microsoft. Voilà. Donc c'est un vrai souci, ce qui n'était pas un souci avant par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est tendu. On ne sait pas ce qui peut arriver, donc on a de plus en plus d'entreprises qui commencent à partir de chez Microsoft pour avoir une souveraineté des données et ne pas permettre à n'importe qui de pouvoir accéder. Alors, l'intelligence artificielle, ça fait des erreurs. Oui. Je me permets, est-ce que tu peux juste redire la procédure pour bien garder ces données, enfin, comme tu as dit tout à l'heure, aller sur quel endroit, c'est un point très important pour les personnes qui écoutent. Merci, je me suis permis d'intervenir. Tout à fait. Mais tu as raison, tout à fait. Quand vous êtes sur ChatGPT, vous allez dans Paramètres. C'est là où vous avez en bas, vous avez votre nom, vous cliquez dessus, vous allez en Paramètres, vous allez dans Gestion des données, et là, vous aurez une belle phrase qui est contribuée au modèle pour tous. Et là, il est coché, vous le décochez pour éviter que vos données soient entièrement partagées. Alors, l'intelligence artificielle, c'est très bien, mais comme je vous l'ai dit, c'est de la vectorisation et de la probabilité, donc des statistiques. Aujourd'hui, je vous ai mis plusieurs modèles. Donc, GPT, c'est OpenAI, c'est en accord avec Microsoft. Gemini, c'est Google. Grok, c'est Twitter. Mistral, c'est français. Claude, c'est Anthropic. Alors, pour tout le monde, Claude, il faut savoir que c'est Amazon. Donc, ça, c'est intéressant. Et enfin, vous avez aussi Perplexity, qui est un américain, mais qui est totalement indépendant des GAFAM. Alors,
Vous voyez, on a 1,4, 1,5 sur le texte. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'erreurs sur l'analyse de texte, la création de texte, etc., etc. Là où il y a un peu d'erreurs, vous voyez, on est à 18% au début d'année. L'année dernière, on était à plus de 40%. Je pense que d'ici la fin de l'année, on sera peut-être à 5-6%. Il y a encore des erreurs sur les calculs. Donc, quand vous allez mettre une IA dans Excel pour en extraire des documents, pour en extraire des chiffres, pour calculer, etc., je vous conseille vraiment de mettre une routine de contrôle à côté et de bien regarder. Vous faites des tests aléatoires, vous regardez, mais il y a encore un petit peu d'erreurs. Alors, vous voyez, hein, suivant les différentes IA, il y a plus ou moins d'erreurs, mais c'est important sur les calculs que vous ne fassiez pas, soyez pas tributaire d'erreurs que pourrait faire l'intelligence artificielle. Enfin, un point qui est important pour moi et qui est majeur dans mon intervention de ce soir, c'est ce que j'appelle le mirage de l'IA. Ça veut dire que je sois bon ou pas bon, à partir du moment où je pose une question à l'IA, j'ai une réponse. Le problème, ça ne veut pas dire pour autant que la réponse est bonne. Donc, quand on n'est pas compétent et qu'on pose une question, on reste pas compétent. Alors que l'IA, quand on est compétent et qu'on pose une question, grâce à l'IA, on devient excellent. Pourquoi? Parce que l'IA, c'est de la compétence augmentée. Si j'ai la compétence, ma question va être bonne, donc ma réponse sera bonne. En gros, c'est la qualité de votre question qui fera la qualité de la réponse. Donc, c'est pour ça qu'il faut, on verra tout à l'heure, apprendre à faire un prompt. Donc, un prompt, nos amis québécois qui, eux, défendent la langue française ont gardé le mot de requête. Nous avons en France pris le mot anglais qui est le mot prompt, mais ne vous inquiétez pas, nous avons l'Académie française qui, l'année dernière, a voté une traduction du mot prompt. Donc, je pense qu'on va garder requête ou prompt, qui s'appelle l'instruction générative. Donc, je ne connais pas grand monde qui utilise ce terme pour parler d'un prompt. Donc, vous allez donner des consignes, vous allez donner des prompts et vous allez faire des requêtes. Donc, pensez toujours que l'IA ne dit jamais qu'elle ne sait pas. Elle répond avec assurance, même quand elle a tort. Donc, pensez bien que c'est votre compétence que vous allez mettre dans l'IA. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est un outil à votre service. Il va le faire ce que vous lui demandez. Pensez à un stagiaire qui a lu tous les livres du monde, par contre, qui n'a jamais vécu une expérience de sa vie. Et si vous lui dites pas de faire, il ne fait pas. Donc, c'est pour ça que la consigne qui va être faite, c'est la consigne qui va vraiment faire la qualité de la réponse. Et on va voir tout de suite après un exemple. Et dernier point, pour terminer la petite introduction et aller directement aux outils opérationnels. Tout à l'heure, je vous ai dit que le père Thierry Magnin nous avait dit que les LLM n'ont pas de nationalité. Hein. Ils prédisent un mot suivant. Hein. Je vous ai dit, ils juxtaposent des mots qui font sens. Ils ne comprennent pas du tout le monde. C'est que du calcul mathématique. Ils manipulent des symboles et pas les réalités. Yann LeCun, qui est un brillant ingénieur français qui a fait l'IA à l'intérieur de Facebook. Il faut savoir que la directrice de l'IA chez Google est une Française, chez Anthropic aussi. Donc, il n'y a que des Français qui sont à la tête des départements IA des GAFAM. Et Yann LeCun va aller plus loin. Lui est revenu en France, il a quitté Facebook, il a créé à Paris, depuis le 2 janvier, une entreprise. Il a déjà levé 500 millions d'euros. Il va avoir une quarantaine de personnes. Son objectif, c'est de créer une IA qui comprennent les conséquences de ces actes. Et là, vous allez voir, on va basculer dans un autre monde. On était sur une IA d'abord, qui était une IA qui fait juste juxtaposer des mots qui font sens, à une IA qui va comprendre les conséquences de ces actes et pourquoi, quand elle fait ça, ça génère ça, etc. Donc, on va vraiment être capable d'avoir une IA qui va simuler, anticiper, planifier comme un enfant. Et là, on va changer de dimension. Là, que je pense aussi que la position actuelle de l'Église sera aussi importante de voir quelle sera cette nouvelle position une fois que Yann LeCun ou d'autres auront mis en place cette nouvelle IA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une IA, elle fait une chose à la fois et qu'avec le calcul quantique, hein, les ordinateurs quantiques, on sera capable d'ici la fin de l'année d'avoir des IA qui feront 156 tâches en même temps. Donc, vous voyez le décuplement de potentiel qui va arriver par rapport à l'intelligence artificielle. Mais une fois qu'on a dit ça, je vous ai dit que c'est important d'encadrer l'usage de l'IA qu'on va voir juste après. Alors, il va falloir que vous vous dotiez d'une charte, c'est-à-dire un encadrement, des règles pour encadrer l'usage de l'IA. Ça pourrait être des règles nationales, des règles au niveau du diocèse, mais toujours est-il que ces règles ont évidemment la possibilité d'être évolutives dans le temps. Parce que, je rappelle juste qu'aujourd'hui, il y a 1,4 million d'intelligences artificielles différentes dans le monde et il y a 200 nouvelles applications d'intelligence artificielle par jour dans le monde.
peut-être que dans 3 semaines, vous aurez une IA qui sera dédiée à la gestion des diocèses. Si quelqu'un la crée quelque part, pourquoi pas. Donc pour ça, il faut encadrer son usage. Donc d'abord, il faudra mettre à l'intérieur de votre charte la position de l'Église, donc dignité humaine, l'IA au service du bien commun, subsidiarité. La validation humaine, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un humain qui valide, comme je l'ai dit en introduction, ce que fait l'IA avant de le diffuser. Je rappelle juste que Deloitte, que vous connaissez, le cabinet de conseil, a fait un rapport à 400 000 $ pour le gouvernement australien, a fait un rapport à 200 000 $ au gouvernement de la province canadienne d'Halifax, truffé d'erreurs. Donc ça veut dire que, et donc ils ont refusé de payer les deux, ça veut dire que même pour 400 000 $, il n'y a pas quelqu'un chez Deloitte qui a pris la peine de relire le document qui avait été livré au gouvernement canadien, ce qui en dit beaucoup quand même sur le pratique de certains cabinets conseils. Évidemment, une pratique responsable, la transparence sur l'usage, la vérification automatique, la formation des utilisateurs, hein, il faudra aussi en interne, on pourra, si vous le souhaitez, évidemment, vous accompagner là-dessus, mais en tout cas, bien former tous les gens à l'intérieur. Et pratique responsable, pourquoi? Parce que vous savez que l'IA a un impact énergétique important. Cet impact va tendre à se diminuer dans l'avenir, tout simplement parce que les Chinois ont commencé déjà à mettre des data centers, ce qui permet aux modalités de calcul de se faire. Et vous savez que dans les data centers, il faut que vous ayez à peu près 19 degrés. Pour ça, il faut de l'eau pour faire évidemment de la fraîcheur en termes d'air conditionné. Et donc, c'est un gros problème d'utilisation de l'eau. Donc, les Chinois sont en train de tester aujourd'hui des data centers sous la mer. Donc, comme ça, il n'y a plus de problème de réchauffement. Et les Américains sont en train de réfléchir à faire des data centers en satellite. Comme ça, il n'y aura pas besoin aussi de mettre de l'air conditionné. Et on a Google qui est en train de construire aujourd'hui et de récupérer à peu près une centaine de mini-centrales nucléaires mobiles qui permettent de décarboner. Donc, on verra que de plus en plus, il y aura moins d'impact, mais aujourd'hui, il y a un impact qui est important. Donc, il ne faut pas, à chaque fois que vous allez prompter, c'est-à-dire que vous allez demander une requête à l'IA, vous avez un impact. Donc, quand vous avez 4 lignes de mail et vous en êtes, alors, pas forcément vous, mais d'autres, j'ai déjà vu, 56 prompts pour arriver à rédiger les 4 emails. Moi, je vais vous faire voir après comment on fait un vrai prompt qui vous permet en 2 prompts maximum d'avoir un livrable de qualité. Évidemment, dans cette charte, il faudra parler du RGPD. Pas de données personnelles dans les prompts, la minimisation, l'anonymisation, le consentement, etc. L'IAC, classification des risques du A, ça veut dire que si demain je mets un agent conversationnel sur mon site internet pour parler en dehors des heures d'ouverture, l'IA vous oblige à dire que vous parlez avec une intelligence artificielle, vous n'avez pas le droit de faire croire que c'est autre chose. Voilà. Et enfin, l'hébergement privilégié plutôt dans l'Union européenne, les durées de conservation, les chiffrements, etc., etc. Donc, pensez à chaque fois que c'est un outil au service de l'humain, de l'évangile de la communauté. On est vraiment sur un outil au service de l'Église et ça doit rester qu'un outil au service, qui est un outil qui est évidemment assez particulier. Alors, on va tout de suite aller sur les outils. Voilà une belle photo. Eh bien, ces personnages-là n'existent pas. Elles ont été inventées à travers un prompt pour une intelligence artificielle. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, alors je vous aurais fait voir il y a 2 ans, elle a eu 3 yeux, 2 nez, 4 bouches. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la qualité, on est capable de transmettre de l'émotion. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir du début de cette année, je pense que, comme moi, vous allez être obligé de douter. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous verrez sur des réseaux sociaux, sur Internet, à la télé ou à la radio, quand j'ai une image, quand j'ai une vidéo, un son, je dois douter, je dois regarder la source parce que je serai incapable de déceler si c'est vrai ou si c'est une intelligence artificielle qui l'a créé. Alors certes, on aura une transparence que va faire l'Union européenne qui nous permettra de savoir, mais on sait tous qu'il y aura des gens qui ne le feront pas, et donc on sera parfois berné, parfois manipulé, mais en tout cas, on sera incapable de déceler quand ça ne sera pas indiqué. Donc vraiment, faites vraiment attention quand vous partagez des éléments sur les réseaux sociaux ou sur le web. Faites vraiment attention de bien savoir ce que vous voyez. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Et vous voyez la qualité des photos qu'on peut faire. Pour votre information, on a des intelligences artificielles qui sont
aujourd'hui à plus d'1 million d'écoutes, à des millions d'écoutes sur Spotify ou sur Deezer, et qui ont été créées uniquement par une IA. Notamment le dernier tube de Stromae, Papa Outé, qui a été refait par une IA, qui est en train d'exploser les classements sur les Spotify et Deezer, alors que ça a été entièrement fait, d'abord sans son accord, directement par une intelligence artificielle. Donc vous voyez la qualité, et donc on va être obligé de douter de tout ce qu'on voit, c'est malheureux, mais notre esprit critique est extrêmement important. Alors, pour créer une image, vous voyez, je vous ai mis, vous l'aurez après ce transparent, mais vous aurez mis Midjourney, Idéogramme, DALL-E, en fin de compte, ce sont des IA dédiés pour créer des images. Et je voulais vous faire voir aussi qu'est-ce que ça fait quand on est en face d'une IA vidéo ou d'une IA ou d'une vidéo réelle. Eh ben, je vous mets le petit exemple. Et donc, vous voyez, vous avez 4 secondes pour savoir est-ce que c'est en haut, est-ce que c'est en bas, ce qui a été fait par l'IA. Et voilà, donc c'était l'IA qui était en haut. Là, est-ce que c'est en bas ou en haut que la vidéo a été faite par IA? Est-ce que c'est une vidéo réelle? Ben, vous voyez, c'est en bas qui est la vidéo faite par IA. Pareil pour le découpage des oignons. Et ben, l'intelligence artificielle, c'est celle qui était en bas. Et regardez ces deux beaux gâteaux qui donnent envie. Et ben, lequel est vrai? Et ben, c'était celui du bas. Et là, les spaghettis, c'est vrai qu'on est presque à l'heure de manger. Les spaghettis, pareil, ben, c'était en bas, l'intelligence artificielle. Et enfin, on va terminer sur la pizza. Et ben, vous voyez quoi? Et ben, l'intelligence artificielle était en haut. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment, y compris sur la viande, parfois être complètement pris et penser que c'est réalité alors que c'est juste de l'intelligence artificielle. Alors, je vous ai mis aussi, je vous ai fait voir que au-delà du côté un peu fun, de faire des choses en vidéo, ça peut être aussi intéressant vis-à-vis notamment des enfants, quand vous voulez faire passer un message et qu'il soit plus dynamique. Ça, j'ai fait ça en 1 minute et demie. J'ai pris un texte, j'ai créé ce personnage, j'ai créé une vidéo. Au caté, on découvre 3 trésors. Connaître Jésus et ses histoires. Apprendre à prier avec son cœur. Et vivre l'amitié avec les autres enfants. C'est une aventure pour grandir dans la joie. Tu viens? Voilà, donc pardonnez-moi si le texte n'est pas terrible, mais j'ai voulu faire ça très vite pour vous faire voir que très vite on peut faire quelque chose, et évidemment qu'on prend un peu plus de temps pour faire quelque chose de qualité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous aurez des outils à votre disposition pour transmettre les messages que vous voulez transmettre. Et évidemment, il faut que la vidéo apporte un plus, comme toujours, mais ça veut dire que ça vous coûtera moins cher que d'aller dans une agence, aller chercher, aller créer des vidéos en 3D. Aujourd'hui, ça, c'est 20 € par mois. Donc vraiment, on peut vraiment, alors évidemment, il faut être formé pour bien faire les prompts qui conviennent, mais vous voyez, on fait des choses de qualité. Au caté. Et là, quand je vous disais qu'il faut faire attention, les deux personnages que vous voyez, elles n'existent pas. Donc, ce sont ce qu'on appelle des IA UGC, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui prennent l'apparence qu'on a créée exprès pour aller sur les réseaux sociaux, parler, présenter des produits, etc. Et ces personnes-là n'existent pas. Donc, vous voyez, il faut vraiment avoir un esprit critique pour pas tomber, entre guillemets, dans le panneau. Et enfin, le dernier. Bonjour. J'aurais pu faire la présentation tout seul, mais Frédéric préfère la faire lui-même. Il adore l'IA, mais préfère l'humain. Alors bon webinar, et Frédéric, sois à ma hauteur. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle des avatars. Ça veut dire que demain, vous voulez faire des formations, vous voulez expliquer des processus à l'intérieur du diocèse. Vous avez soit vous clonez votre propre visage, hein, et ça se fait assez facilement, soit vous prenez des avatars de bibliothèque qui existent déjà, et vous avez juste à taper un texte, choisir une position. Les labiaux vont suivre évidemment le texte qui est énoncé par cet avatar. Et la chance que l'on a, si vous travaillez aussi avec des populations allophones, c'est que vous pouvez, à partir du moment où vous tapez votre texte en français, bah, vous pouvez le traduire en 125 langues. Et évidemment, les labiaux vont s'adapter à l'accent qu'on aura besoin pour les différentes langues. Alors ça, vous pouvez prendre Sora, vous pouvez prendre Edgen, Iqfi, Nanobanana. Je vous ai juste fait les 4 principaux. Après, évidemment, il y en a d'autres. Et on va aller voir 2 choses. D'abord celle-ci, puis après, je vais vous faire un test en direct. Alors, l'Église catholique de France, j'ai été sur le site, j'ai récupéré ce document et j'ai demandé à l'IA de m'en faire un schéma explicatif. Et voilà ce qu'il m'a fait. Ça a pris 40 secondes.
Ça, c'est un outil que vous allez tester qui s'appelle Notebook, donc un outil de Google. Vous mettez de la vidéo, vous pouvez mettre jusqu'à 50 documents, sources. Vous allez mettre de la vidéo, vous allez mettre du PDF, des photos, des audios, ce que vous voulez. Et à partir de là, il va vous analyser, vous allez demander quelque chose, vous allez pouvoir faire un podcast. Donc demain, si vous voulez faire un podcast pour parler de quelque chose, vous pouvez le faire automatiquement. Et c'est gratuit, vous êtes limité en gratuit jusqu'à 5 par jour. Vous allez pouvoir faire une présentation PowerPoint automatique. Vous allez pouvoir faire des quiz. Quand vous allez faire la catéchèse, vous allez pouvoir créer des quiz pour ça. Vous allez pouvoir demander aussi de vous en faire une analyse, d'en faire un rapport. Voilà, tout ça, vous allez le faire de façon très simple avec Google Notebook LM. Vous importez les documents, ça répond et ça fait. Donc, on peut faire une base de texte sur le magistère pour avoir une analyse, le réécrire. Vous pouvez créer des assistants aussi pour vos documents diocésains, préparer des formations avec des sources fiables et enfin, faire de la veille. Donc, vous voyez, on est sur des outils qui vont très loin. Et enfin, quand vous voulez faire des présentations, il y a Gamma qui vous permet, vous mettez un texte et automatiquement, il vous fait une présentation sous forme de PowerPoint avec votre code graphique, vos couleurs, ce que vous voulez. Notebook, ça fait des schémas et vous avez Napkin, qui est une IA qui vous fait des infographies. Dieu sait que les infographies coûtent cher et là, vous pouvez faire des infographies. Alors, les prix, c'est à peu près toujours pareil. On est entre 14 et 20 euros pour tous. Et là, je vais vous faire voir ce que ça donne un prompt en direct. Alors là, vous voyez par exemple, j'ai mis un exemple de prompt où vous avez un contexte, une mission. Vous voyez, j'ai expliqué. En gros, tu es un animateur pastoral expérimenté, spécialisé dans la catéchèse pour adolescents. Je veux que tu me fasses une animation. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Directement, on va aller voir ce qui se passe sur ChatGPT. Alors, on va aller direct. Voilà. Donc, vous avez vu, on est sur ChatGPT. Je vais partager mon ChatGPT. Hop. Voilà. Et là, vous voyez ChatGPT qui va s'afficher en direct. J'ai fait copier-coller de mon prompt. OK, donc j'ai fait exactement le contexte, l'accroche, je vais vous expliquer après. Donc là, vous avez le texte en direct. J'appuie sur OK. Alors tout à l'heure, c'était là les paramètres, c'est quand vous aviez le nom ici. J'appuie, il va travailler. Et il va nous donner, évidemment, une réponse. Donc vous allez voir, voilà, ça y est, il a commencé et il répond. Donc le thème, c'était la Chandeleur. Il me fait une accroche brise-glace. Je lui ai demandé un petit peu de casser le côté un peu timide du début de l'animation. Il me dit, par exemple, voilà l'activité crêpe et lumière, question à lancer au groupe. Quand vous entendez Chandeleur, à quoi vous pensez? L'animateur note au tableau, crêpe, bougie, etc. Donc vous avez tout un scénario pédagogique. Ensuite, on passe à la lecture du texte biblique, la mise en contexte, la lecture guidée, la question pour guider l'écoute. Et puis, on va aller sur une explication accessible, notamment Siméon et Anne. Donc, pourquoi? Il explique le message clé pour les ados. Alors, évidemment, ce n'est pas parce que ChatGPT vous le propose que vous êtes dans l'obligation de faire un copier-coller de la réponse. Si vous trouvez que dans ce qu'il a dit sur Anne, moi je voudrais changer les mots, évidemment, après vous modifiez, hein, c'est qu'une proposition. Ensuite, le lien avec la vie d'ado aujourd'hui, être ado, c'est souvent se chercher, douter, le message fort, Dieu ne vient pas, etc. Et ensuite, on termine par une activité participative avec ma lumière intérieure, distribuer une feuille avec une bougie dessinée, à l'intérieur de la flamme, écrire une chose qui donne la lumière, une personne, etc. Et enfin, la prière de conclusion. Et à la fin, je lui dis, tiens, c'est super, mais j'aimerais bien que tu me fasses... Alors, on va lui dire, crée-moi l'illustration, parce que comme ça sera mieux, hein, parce que moi, je ne sais pas dessiner, alors je veux qu'il me crée l'illustration. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Alors, vous aviez vu, hein, il nous demande des conseils aussi. Il me dit, si tu veux, je peux te proposer une version plus courte, une variante collège-lycée, ou une fiche animateur imprimable, etc., etc. Et là, on lui demande de créer l'image qui va avec. Ça prend un peu plus de temps pour créer une image, mais je l'avais déjà fait tout à l'heure, donc je vais vous faire voir ce que j'avais.
Voilà, je l'avais fait tout à l'heure parce que je me suis dit, ça prend du temps. Voilà l'image qui avait été, il va me la remettre. Voilà, il m'avait créé cette image-là. Et je ne lui ai pas donné de consigne particulière pour faire l'image, hein. Après, si je considère que l'image n'est pas terrible, il peut m'en recréer une autre, etc. Alors, je vais arrêter mon partage pour ça et je vais aller maintenant sur une autre IA qui s'appelle, qui pour moi est la meilleure, hein, qui s'appelle Claude. Alors, je vais la sortir. Voilà. Donc, Claude est là. Alors, vous allez voir que cette IA, à chaque fois, évidemment, connaît mon prénom, donc elle me parle. Donc, on est bien d'accord aussi, on ne dit jamais bonjour, merci, au revoir à une IA, parce que c'est juste un logiciel et qu'on ne dit pas bonjour, au revoir à Excel, c'est pareil. Donc, faites bien attention par rapport à ça. Alors, nous avons sur Claude, qui est une autre IA, pareil, hein, j'ai fait la même structure, etc., etc. Là, il nous dit que Frédéric est de retour, on est tous contents de le savoir. J'envoie le prompt, et c'est pareil, il va calculer, il va regarder, etc. Alors, pour ce faire, ce qui est intéressant, c'est que là, il prend un peu de temps, mais c'est pas grave. On va aller, je vais vous faire voir, voilà, ça arrive. Et là, vous voyez, il est en train de travailler. Pareil, hein, j'ai fait copier-coller. Donc là, il est en train d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Je vais créer une animation, je vais vérifier que le docx est installé, etc. Et là aussi, je l'ai fait tout à l'heure pour gagner un peu plus de temps. Voilà ce qu'il m'a fait tout à l'heure quand je lui ai demandé de travailler. Voilà. Donc, il m'avait fait la structure, le titre, la position, vous voyez, la position, etc. Donc voilà, il m'avait fait pas mal de choses. Et là, on va le laisser travailler, on y viendra tout à l'heure. Parce que Claude est parfois un petit peu plus long, mais il est vraiment meilleur. Vous voyez, par exemple, là, il ne veut plus bosser. Donc, on va revenir, on refera tout à l'heure. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est par exemple, Claude va vous le sortir en Word, en PowerPoint, en Excel, ce que vous voulez. Et c'est là où vous allez gagner évidemment du temps. Alors, on continue et on reprend notre animation. Donc, vous avez vu, hein. Alors, quelque chose qui est important que vous devez savoir, si on fait tous le même prompt dans la même nanoseconde, on aura tous une réponse différente. Donc, ça peut être un mot, ça peut être une construction de phrase. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est sur de la probabilité, donc on ne peut pas avoir la même réponse à chaque fois. Alors, ça, je vous ai fait voir la première technique de prompt, hein. On va d'abord donner le rôle, le contexte, la tâche, le format. Quand vous suivez ça, vous avez à peu près une réponse au prompt qui est quand même assez intéressante. Ensuite, il y a une deuxième technique qui est le prompt de contexte. Ça veut dire qu'on va lui demander, comme tout à l'heure, ça va adapté, hein, je vous ai parlé de l'agentique. Et bien là, on va créer un assistant personnalisé. Tu es l'assistant de communication de la paroisse Saint-Pierre de Lyon, paroisse urbaine, je lui donne le contexte, les règles, et à chaque demande, demande-moi le public cible et le canal de diffusion, et je vais discuter avec lui, et il va me créer tous les outils de communication dont j'aurai besoin. Autre point, ce qu'on appelle le métaprompt. Alors là, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça veut dire que je vais lui dire ce que je veux, et je vais lui dire qu'il me pose toutes les questions parce qu'il a besoin des réponses pour construire. Et là, par exemple, je vais lui dire, je veux créer une newsletter paroissiale mensuelle, pose-moi les questions nécessaires. Il va me dire, pour créer le meilleur prompt, j'ai besoin de savoir quel est le public cible, quelle est la longueur souhaitée. Et à force, il va me poser des questions et on va co-construire ensemble le document et on va gagner du temps. Et vous verrez que quand on peut aussi lui demander de rédiger le prompt. Alors, quand lui rédige un prompt, c'est entre 5 et 7 pages. Vous allez juste vérifier le prompt s'il est bon et généralement, vous avez directement votre réponse et vous n'avez à 99% des cas pas besoin de revenir sur le livrable qui vous a transmis, tout simplement parce qu'il est de qualité, parce que la consigne a été de qualité. Alors, on va parler maintenant des cas pratiques, hein. Donc, communication, organisation, formation, rédaction. Communication, vous voulez faire des posts, vous voulez faire des annonces, vous voulez faire des visuels, et vous allez utiliser l'IA pour ça. Les comptes rendus, vous pouvez enregistrer avec le consentement des participants et il va vous faire automatiquement un compte rendu de réunion en fonction d'un plan de compte rendu que vous lui aurez transmis au préalable, ce qui vous permettra de gagner du temps. La formation pour le catéchèse, pour la préparation des séances et enfin la rédaction, évidemment, les emails et les courriers, mais surtout les bulletins.
vous allez pouvoir automatiser, vous allez pouvoir créer des bulletins et gagner du temps. En gros, la productivité avec l'intelligence artificielle, c'est avec une productivité, avec du gain de temps et d'efficacité sur des process administratifs. L'objectif, c'est dégager de ce temps-là pour être plus avec l'humain. Voilà. Et on le voit, hein, plus on fait d'IA, plus on fait d'humain. L'objectif, c'est tout ce que vous n'aimez pas trop à faire. Il faut que je remplisse un tableau Excel, il faut que je fasse une procédure administrative. On peut le confier à l'IA, ce contrôle de l'humain, bien évidemment. Mais l'objectif à terme, c'est d'économiser du temps pour consacrer ce temps, évidemment, aux relations humaines qui sont les plus importantes. Alors, je vais donner juste un petit exemple de prompt. Alors là, j'ai fait simple, mais vous avez vu, on pouvait le faire plus compliqué avec les autres styles de prompt. Bah, un post, rédige-moi un post Facebook pour annoncer la messe de Noël des familles avec un ton chaleureux. C'est pour ça que c'est important dans un prompt, il faut toujours détailler parce qu'il ne sait pas. Et plus on lui donne de détails, plus ça sera qualitatif. Instagram, un témoignage, écrit une légende Instagram pour une photo d'un groupe de jeunes après leur retraite. Fais une affiche d'un événement, par exemple. Une veille d'information, j'en ai parlé tout à l'heure, très très important. Quelles sont les actualités de l'Église catholique en France cette semaine? Et donc après, vous pourrez le diffuser de toutes les manières avec Perplexity, qui est une autre IA, qui est une IA très qualitative là-dessus. Sur l'organisation, bah, c'est simple. Pendant la réunion, prenez des notes rapides enregistrées avec le consentement des gens. Et voilà, voici mes notes de la réunion. Soit vous avez pris des notes papier. Alors, vous savez, vous pouvez écrire à la main, vous photographiez avec votre téléphone, vous donnez à l'IA, elle reconnaît, elle arrive à décrypter votre écriture. Elle arrive même à décrypter à 92% l'écriture des médecins. Donc, vous voyez, ça marche bien. Et dans ce cas-là, rédige-moi un compte-rendu structuré avec les dates, les participants, les présents, l'ordre du jour, et vous gagnez du temps. Évidemment, vous allez le relire humainement, le valider, et vous allez gagner énormément de temps par rapport à ça. Sur les emails, alors, on peut lui demander de rédiger une réponse, on peut lui demander de trier les emails, on peut aussi lui demander de façon automatique à vous faire des propositions de réponse à tous les emails entrants. On peut même lui demander, bah, telle pièce jointe, je veux que tu la télécharges, tu la lises, tu m'en fasses un résumé, et puis après, tu la classes dans tel dossier. Ça, c'est des automatismes qu'on peut mettre sur vos ordinateurs, bien évidemment. On peut aussi lui demander de créer une newsletter paroissiale, avec du contenu à inclure, avec un format, et systématiquement, il va remettre en mots, évidemment, on lui expliquer pour qui, est-ce que c'est plutôt pour des plus jeunes, des moins jeunes, est-ce que c'est pour les élus locaux, est-ce que c'est pour les commerçants, pour ce que vous voulez. Vous allez pouvoir créer une newsletter, ça veut dire que avec une IA, vous allez pouvoir faire énormément de choses, peut-être qu'avant, vous ne pouviez pas faire, ou vous n'aviez pas les capacités de le faire. Avec l'intelligence artificielle, ça va vous aider. Et évidemment, alors sous la réserve que je vous ai dit tout à l'heure de bien vérifier les chiffres, les tableaux Excel, vous allez carrément lui demander de créer un tableau Excel. Vous allez pouvoir, à travers un tableau Excel, lui demander d'analyser des données, de faire des tendances, d'identifier les pics, de suggérer des actions, de faire des graphiques, de faire des schémas. Voilà, vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous le souhaitez. Ou au contraire, vous ne savez pas trop comment faire la formule pour calculer, vous lui expliquez, il vous fait la formule et vous n'avez plus qu'à le mettre dans votre Excel. Et les agents, bah, par exemple, je reçois une demande d'intention de messe, j'extrais les infos, je crée une fiche et j'envoie un accusé de réception. Ou chaque lundi, je vais collecter les annonces de la semaine, générer le post Facebook, préparer le mail aux paroissiens. Ou enfin, vérifier les infos pour une inscription KT, l'ajouter au tableau, envoyer la confirmation aux parents. Toujours pareil, sous contrôle humain, mais on gagne du temps. Donc, évidemment, sur la formation de catéchèse, il faut toujours vérifier les références, hein, mais ça peut être pose 5 questions de réflexion sur la parabole du bon samaritain, ou créer une séquence, on l'avait tout à l'heure, de catéchèse d'1 heure pour des enfants de 8 à 10 ans sur le thème du pardon, etc., etc. Mais vous pouvez aussi mettre des documents dans le prompt que vous allez faire, vous allez pouvoir aussi lui mettre des documents. Si vous avez déjà fait des séances et que vous trouvez qu'elles sont bien, mais vous voulez juste un peu les améliorer, eh bien vous allez les mettre à l'intérieur de l'IA et vous allez lui demander de les améliorer, ou au contraire de dire, bah voilà, c'est une séance pour 2 heures et puis pour un impondérable, je suis obligé de le faire en 1 heure, est-ce que tu peux me transformer ma séance de 2 heures en 1 heure, etc., etc. Et pareil sur des idées d'activité, tout ce que vous le souhaitez. Alors maintenant, on va passer à la grille de discernement. Et c'est bien gentil tout ça, mais concrètement, maintenant que j'ai tout ça, je fais comment? D'abord, il faut poser 5 questions à se poser. Sur la dignité humaine, est-ce que cette utilisation respecte-t-elle la dignité des personnes concernées? N'oubliez pas que l'IA va se sourcer dans le web, et si 70% des sites web disent que la Terre est carrée, il répondra que la Terre est carrée. Le bien commun, est-ce que ça va servir le bien de la communauté et non un intérêt particulier? Donc, bien se poser les questions.
Est-ce que le résultat serait vérifiable dans cette diffusion? Ça, je pense que vous l'avez compris, il faut le faire. Sur la relation, est-ce que pour autant ça préserve-t-elle l'authenticité de la relation pastorale? Et enfin, sur la responsabilité, qui assume la responsabilité du contenu final. Donc, je vous ai mis un petit arbre de décision assez simple. La tâche implique-t-elle un accompagnement personnel? Si oui ou si non. Vérifié par un humain? Non, oui. Vigilance. Et évidemment, tout ce qui va être accompagnement personnel doit rester humain et l'IA n'a pas le droit de citer à cet endroit-là. Donc, quand les utiliser ou pas les utiliser, on va commencer par le négatif. Évidemment, on ne va pas faire ça pour un accompagnement spirituel, on ne va pas le faire non plus pour des rédactions d'homélie, ni sur les confessions et les sacrements, ni sur l'écoute des personnes en souffrance, ni sur les décisions pastorales majeures, et évidemment pas sur des prières personnelles à diffuser. Par contre, on pourra l'utiliser sur de la communication externe, sur des tâches administratives, sur de la préparation pédagogique, sur les synthèses de documents, sur la recherche d'idées, sur l'amélioration de style. Et je pense que bon nombre d'entre vous ont été confrontés aussi à des paroissiens, des fidèles, qui aujourd'hui utilisent ChatGPT ou d'autres IA et peuvent aussi avoir un débat avec vous sur l'interprétation de certains textes, etc., parce qu'ils auront tapé ça dans ChatGPT. Donc, les bonnes pratiques, toujours relire, adapter le résultat, jamais publier sans relecture, vérifier les faits, les dates, pas faire une confiance aveugle, même si elle fait de moins en moins d'erreurs, mais pour autant, évidemment, il faut personnaliser le ton et le style, parce que sinon, vous allez standardiser votre communication. Elle va être pauvre. Donc, c'est vraiment dans le prompt ou la requête que je vais faire à l'IA, où là, je vais mettre comment je veux que ça soit écrit, quelle langue éditoriale, quel ton, etc. Donc, il ne faut surtout pas avoir un texte générique que personne n'a envie de lire. Évidemment, il va falloir former vos équipes et surtout pas négliger, vous l'avez bien compris, la confidentialité des données. Et enfin, il faut garder l'humain au centre et surtout pas remplacer l'accompagnement pastoral, bien évidemment. Alors, ce que l'IA ne peut pas faire, relation pastorale, discernement spirituel, prière et sacrement et vérité théologique. Cela va sans dire, mais c'est toujours bien de le dire. Et vous avez vu la dernière fois avec le père Thierry Magnin toutes les possibilités et les limites par rapport à la position de l'Église. La position de l'Église évoluera évidemment en fonction des évolutions des IA, et notamment quand on aura les IA quantiques. On aura 156 tâches à la fois qui seront faites. Quand on aura des IA générales, c'est ce que veut faire Yann Lecum, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sera comme un enfant, qui raisonnera comme un enfant, ce qui veut dire que c'est extrêmement important parce que raisonner comme un enfant, ça veut dire qu'il est conscient de ses actes, alors qu'aujourd'hui, elle n'est pas du tout consciente de ce qu'elle dit. On est vraiment sur une juxtaposition de mots et donc on va aller sur une IA générale. Donc voilà, tout ça, évidemment, ça donnera lieu à des évolutions. Et je voulais vous dire que cette présentation a été créée par une IA qui s'appelle Claude, soit 50 slides, du design, la contenu, la mise en forme, mais qui a vérifié du contenu, qui a adapté au contexte diocésain et qui assume la responsabilité de ce qui est dit. Évidemment, c'est l'humain et toujours l'humain. C'est extrêmement important. Et je vais juste une petite phrase de conclusion et je vais revenir en face de vous pour après passer à la phase de questions. Je pense que ça suscite aussi parfois débat, mais aussi des questions, j'allais dire, parfois plus techniques, mais ok, c'est bien gentil ce que vous dites, mais concrètement, comment je peux faire, etc. D'abord, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de faire un prompt. Ensuite, vous allez dans les 5-6 IA que je vous ai donné, vous allez taper le même prompt et vous allez comparer les réponses. Moi, je préfère Claude. Peut-être que vous allez me dire non, moi, je préfère Gemini, moi, je préfère ChatGPT dans la façon de rédiger, etc. Le meilleur moyen, le même prompt copier-coller dans chacune des IA pour voir et pour pouvoir évidemment comparer les réponses. Première chose. Deuxième chose, je ne vous avais pas parlé d'une IA qui s'appelle Grok, ça c'est l'IA de X, donc de Twitter, mais il y a une autre IA qui est franchement fabuleuse qui s'appelle DeepSeek. Pourquoi je vous en parle que maintenant? Parce que cette IA a une particularité, c'est ce qu'on appelle, il faut aller regarder les conditions générales d'utilisation. On l'a vu tout à l'heure, dans la charte, il va falloir aussi regarder quand quelqu'un va venir vous voir, un collaborateur, il va vous dire, voilà, moi je voudrais utiliser telle IA, elle est spécialisée sur la catéchèse, c'est génial, etc. Les conditions générales d'utilisation, il faut regarder où sont stockées les données, à qui appartiennent les données et qui est derrière. Et bien DeepSeek, franchement, elle est meilleure que Claude, elle est meilleure que toutes les autres. Elle a juste une petite particularité, c'est que c'est dit, donc c'est transparent. Donc si on y va, on le sait. Tout ce que vous mettez dans l'IA, je le garde, et tout ce que je garde, je le donne au gouvernement chinois.
Donc là, on voit tout de suite, donc peut-être que demain, ça sera la même chose avec une IA russe, une IA américaine, on voit, etc. On l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, donc il faut vraiment, quand vous allez tester les IA, ensuite vous avez des versions, alors il n'y a pas de différence entre les versions payantes et gratuites, vous avez juste une différence au niveau du nombre de fois où vous pouvez l'utiliser dans une journée. Donc moi, je vous conseille d'abord de tester toutes les IA dans les versions gratuites. Après, vous faites un choix de qualité et un choix de souveraineté de données si vous le souhaitez, etc. À partir de là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer à un paiement mensuel. Pourquoi? Parce qu'à chaque fin de mois, vous pouvez arrêter l'abonnement. Alors que si vous partez dans un abonnement annuel, par définition, il va falloir attendre 12 mois. Et parfois, vous allez le trouver bien, puis au fil du temps, vous allez dire, en fin de compte, ça n'allait pas bien, je ne m'en sers plus, trop tard, vous avez dépensé de l'argent. Et notamment, beaucoup sont parfois dans un système d'environnement Microsoft, avec Excel, Word, etc. Donc, vous avez Microsoft qui vous propose Copilot, qui est en gros ChatGPT pour Microsoft, et c'est vraiment ChatGPT qui est derrière. Mais vous allez l'avoir sur vos mails et vous pourrez l'interroger. Par contre, si vous voulez l'intégrer directement dans vos PowerPoint, dans votre Excel, dans vos gestions des mails totales et dans Word, par contre, malheureusement, Microsoft va vous dire il va falloir payer un abonnement supplémentaire à 22 € par personne et par mois. Voilà, alors je vais essayer de faire assez vite en 55 minutes de pouvoir vous donner d'abord le potentiel, les limites. Pensez bien à encadrer l'usage de l'IA, ça c'est extrêmement important. Regardez bien par rapport à vos données que les gens qui autour de vous utilisent l'IA ne soient pas contre le RGPD, ne mettent pas toutes les données nominatives des gens. Dans ces cas-là, soit vous anonymisez le document, soit vous installez à l'intérieur de votre IA, vous mettez bien évidemment ce que vous avez là. Alors, voilà ce que je voulais vous dire en 50 minutes. N'hésitez pas, maintenant, la suite, c'est poser les questions. N'hésitez pas à poser des questions très concrètes. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous voulez des détails, n'hésitez pas. On est à votre disposition dans la demi-heure qui nous reste. Et je cède la parole à Eric. Merci. Merci Frédéric pour cet exposé assez large, en nous montrant tous les outils avec les mises en garde aussi, puisque on risque de s'emballer et toujours donc garder la personne humaine au centre. Ce sont des outils, tu l'as bien martelé, et en gardant aussi quand même la main sur ce qu'on fait, et le service du bien commun aussi, tu l'as dit derrière, de bien rappeler ça. Ce sont d'abord des outils. Voilà.